Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, on reçoit Mathieu Bélanger-Barrette, qui m'a été recommandé par plusieurs personnes sur la page du Upika podcast et dont je m'étais fait parler aussi par des amis. Mathieu, c'est comme je l'appelle pendant le podcast, c'est un couteau suisse du vélo. Il fait du vélo de montagne, il fait du gravel bike, il fait du vélo sur route à un très, très haut niveau. Donc, on discute évidemment des spécificités de ces sports-là. On parle de son programme d'entraînement, Mathieu, qui vient du mountain bike et que quand il a fait la transition vers le vélo de gravel, le plus long, les courses par étapes, ben, il s'est entouré d'un entraîneur qui connaissait vraiment ça. Fait qu'il nous parle de son programme d'entraînement, de comment entraîner le corps à des courts efforts sur des longues périodes et comment récupérer de ces choses-là. Bref, un masterclass de vélo. Vous savez, moi, je commence à m'intéresser au vélo. J'ai d'ailleurs commencé à en faire plus sérieusement, puis j'adore ça, vraiment, vraiment. Fait que vous allez m'en entendre parler quand même pas mal. Attachez vos casques. Attachez votre casque parce qu'on va en parler en masse. On parle aussi évidemment de nutrition. Mathieu qui a fait une découverte récente d'un nouveau protocole de nutrition qui fonctionne super bien pour lui. On en parle vers la fin du podcast. Fait que stick around jusqu'à la fin de ce podcast-là. Le podcast est présenté par Upika. On a officiellement tous nos produits back in stock. On est 100% fully loaded, comme on dit. Puis là, dans l'optique, là, je vais être 100% transparent avec vous, dans l'optique de ne plus être backorder sur des produits, faut évidemment checker nos marges parce que plus on grossit, ben, plus les commandes sont grosses, puis plus les commandes sont grosses, ben, plus il faut avoir un cash flow, un roulement d'inventaire, puis il faut checker nos marges. Fait que là, on a fait un petit peu de ménage dans nos codes promo pour essayer de maximiser, évidemment, ces marges-là pour être capable de rester en stock puis d'arrêter de se courir après la queue. Fait qu'on a fait un peu de ménage dans les codes promo. Donc, tous nos codes promo qui existaient sur le podcast sont maintenant désactivés. Puis maintenant, on en donne un seul qui va être celui-ci et qui va être bon pour une commande seulement. OK? Donc, le Upika Podcast, en un mot, Upika Podcast, 10% de rabais sur votre prochaine commande. Puis ensuite, ça va être ça pour le code. Et merci à tout le monde qui nous encourage. Ça fait tellement chaud au cœur de voir la passion pour Upika se propager. La passion pour le podcast, mais la passion pour les produits aussi. Les commentaires sont absolument dithyrambique. Honnêtement, je suis sous le choc à chaque fois que je vous lis, à chaque fois que je vois vos témoignages, à chaque fois que je vois des gens utiliser le produit, à chaque fois que je parle à des gens dans la rue qui trippent. Donc, merci beaucoup pour ça. Allez sur le site upika.ca, utilisez le code UPIKA Podcast en un seul mot pour 10% de rabais sur votre prochaine commande. Puis, tous nos produits sont en stock. Fait que sans plus attendre, je vous laisse avec ce podcast avec Mathieu Bélanger-Barrette. Yes, merci de me recevoir chez vous. Ben oui. C'est la 4e fois que je viens à Saint-Féréol pour enregistrer un podcast, les autres fois avec JP et Anne-Marie, que tu connais, je pense. Ben oui. Très bien. Pour mettre les gens en contexte, puis la petite anecdote, j'ai réalisé hier qu'on s'était déjà vu parce qu'on s'est vu au sommet du Mont Sainte-Anne. Exact. Vous faisiez une sortie, toi et ta blonde. Ouais. Puis votre chien a failli me faire une crise cardiaque en montant l'escarpé. Ouais. J'avais mes écouteurs, puis à un moment, il y a juste un chien qui est venu me frôler les mollets. Là. C'est un chien quand même athlétique, là, pour ceux qui l'ont jamais vu. Là. Puis des fois, on le laisse lousse pour comme qu'il dépense son énergie. Puis là, ben, à ce moment-là... C'était ça qui s'est passé. Parce qu'après ça, je suis redescendu, je suis arrivé chez JP, j'ai fait « Hey man, j'ai croisé un couple, là, puis là, j'avais pas pris votre nom, j'avais rien. Puis je fais « Mais il y avait un chien, man. » Puis là, il me dit
Ah ouais, là, c'est quoi le nom de votre chien? Ida. Il dit, ah ouais, c'est Ida. Il dit, ah, moi aussi, elle a fait me faire une crise cardiaque une couple de fois. Fait que de ce que j'ai compris, ce chien-là, c'est comme une légende au Mont-Sainte-Anne. Là. Ouais, puis elle aime vraiment ça comme les coureurs. Là. Fait que elle va aller les voir, mettons, puis comme être autour. Puis des fois, avec JP, ça fait souvent ça. Là. Mettons, il part d'un bord, puis nous, on part de l'autre. Ben là, Ida, elle va comme faire l'aller-retour pendant 5-10 minutes. Là, c'est ça l'affaire, c'est que vous la laissez quand même loose. Puis je regardais une publication, je pense que ta blonde a fait, où est-ce que toi, tu traversais la Gaspésie en vélo, dans le fond. Puis le chien a amené juste parti. Ça faisait comme 10 minutes que vous étiez séparés, puis le chien est parti pour te suivre, toi. Ouais, c'est ça, exact. Fait que tu sais, c'était la traversée de la Gaspésie, là. Fait que c'était un genre de... Ça a donné 330 kilos. Par où tu passes? C'était par les chemins de terre, okay. Les chemins de gravel. En gravel, ouais. Puis un petit peu après Murdochville, ben moi, j'avais tracé le parcours, mais j'avais aucune idée de quoi ça avait l'air, le terrain en tant que tel. Tu l'avais tracé sur Strava. Exact, exact. Tu t'étais fait un itinéraire, mais tu savais pas où tu t'en allais. Non, c'est ça. Mais tu sais, je savais pas l'état du sentier, là, tu sais. Fait qu'après Murdochville, on sort, on prend comme le dernier stretch avant d'arriver à Gaspé. Puis là, dans le fond, c'était vraiment rocailleux. Ma blonde, elle me suivait avec un RAV4, là, un camion, mais c'était pas un Jeep non plus. Puis il est arrivé un moment où est-ce qu'elle pouvait plus me suivre. Parce que le chemin était complètement arraché. Fait que là, ils ont décidé de revirer de bord. T'sais, ils m'ont comme feedé, puis après ça... Ils ont décidé, let's go, on se rejoint à Gaspé. Là. C'est ça. Puis en se revirant de bord, elle a comme... elle a sorti le chien, puis moi, j'étais déjà parti, ça faisait un petit bout. Puis fait que là, le chien a comme fait genre, il a checké, puis il est parti après moi. Parce que c'est ça qu'on fait, là, tu sais, ici, en arrière, là, on ride. Il est habitué, ensemble, là. C'est ça. Mais là, toi, t'es pas à course à 10 km/h, là, t'es en bike à 25 km/h. Fait que, tu sais, là, je descends, puis tu sais, moi, j'ai aucune idée. Le chien, faut qu'il roule en tabarnak. Ouais. Fait que là, le chien il me rejoint, puis là, j'étais rendu tellement loin que je me disais, bah, c'est peut-être juste mieux de sortir, là, tu sais. Puis ce que je dis pas, c'est que la descente que je venais de faire, c'était le pire bout, le rocailleux, vraiment tough, là. Fait qu'en remonter ça a été probablement la fin de ma traversée. Ouais. Fait que là, j'étais comme, bah, tu sais, je vais faire un petit bout avec Ida, puis je verrai, tu sais, ce qui va arriver plus loin. Fait que là, elle me rejoint, on fait un petit bout ensemble, puis là, à un moment donné, elle était juste plus capable de courir parce que ses pattes étaient toutes ouvertes. Ça faisait quand même une bonne distance qu'elle courait. Ouais. Fait que je l'ai mis dans mon sac à dos, dans mon camelback. Puis, il y a une photo de ça. C'est toi avec le camelback, le chien qui est juste là, qui fait juste regarder autour. C'est épique, ça. Puis tu sais, je veux dire, clairement, on n'a jamais fait ça. Là. Puis c'est un chien quand même de 45 livres. Là, fait que c'était lourd. Puis moi, ça faisait genre 280 kilos que je roulais. J'avais vraiment pas besoin de ça là, à ce moment-là. Mais bon, regarde, on l'a fait. Puis ça a fait parler, puis ça a fait connaître un peu cette traversée-là que j'essayais de faire. Là. Mais écoute, c'est une belle anecdote, en tout cas. Là. Ouais, merci. Puis ce chien-là, dans le fond, vous l'avez eu ensemble? Ouais. Puis est-ce que vous avez choisi le chien pour faire, en disant, hey, là, nous autres, on est des gens sportifs, on est des gens de outdoor, ça nous prend un chien qui fait ça? Ben, c'est un élevage de chiens de traîneau. Fait que, tu sais, souvent, les gens vont penser que les chiens de traîneau, c'est des huskies, là. Mais si tu fais de la compétition de chiens de traîneau, tu prends des chiens comme ça. C'est eux autres, Ça s'appelle des Eurohound. Puis c'est... Moi, j'en ai pas vu, pas vu beaucoup là, dans ma vie. Là. Non, c'est ça. Mais c'est beaucoup du monde. Ben, c'est soit que tu fais du chien de traîneau ou tu fais du sport, genre de la course ou du bike. Fait que nous, on était plus de ce côté-là. Mais on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Là. Puis finalement, on est bien content du match. Là. Puis là, écoute, on parle de chien. Mais parce que moi, c'est quelque chose qui éventuellement va m'intéresser. Puis d'avoir un mode de vie actif, c'est cool si tu peux amener le chien là-dedans. Puis est-ce qu'au quotidien, quand, mettons, tu vas pas monter le Mont-Sainte-Anne une fois, il est comme... Il est restless un petit peu. Là. Ouais, il le demande. Là. Ah ouais, OK, ouais. C'est ça. Fait que tu sais, au moins une fois par jour, faut la faire courir. Là. Ouais, pas juste une promenade. Là. Non, c'est pas juste sortir dehors. Une marche autour du quartier, c'est pas assez. Là. Ouais, je comprends. Fait que tu sais, c'est soit moi ou Sarah ou les deux ensemble. Là, on va faire une sortie, puis genre de 10 kilos minimum. Là. Ouais. Good. Assez pour les chiens. Yes. je veux qu'on recule un petit peu, puis je demande ça à mes invités souvent. Là, c'est comment tu es rentré dans le sport? Ça a-tu toujours fait partie de ta vie? Puis si oui, de quelle façon? Puis sinon, c'est quand c'est arrivé?
J'ai commencé à faire du bike. Ben, j'ai toujours été actif, là, jeune, là, comme j'ai fait des sports d'équipe. Mais c'était pas. Ça fitait pas vraiment pour moi. C'était pas le sweet spot. Là. Non, c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire du bike quand même assez jeune, je dirais, genre 12 ans, peut-être. Puis à ce moment-là, on habitait au Lac-Beauport où on allait déménager au Lac-Beauport. Puis mes parents m'ont inscrit dans un club de vélo de montagne. Fait que j'ai commencé là-dedans. Puis commencé en bike de montagne direct. Ouais. C'est ça. Puis dans le fond. C'est plus intéressant pour un enfant, j'imagine, le bike de montagne. Ça fait plus jeu que. Ouais. OK, on s'en va faire le tour de l'île d'Orléans sur. C'est ça. En drafting. Là. C'est ça, exact. Puis ça va moins vite. Puis t'es dans le bois avec tes amis. C'est vraiment nice. Ouais. Tu joues dans la boîte. Puis. Fait que c'est vraiment cool. Puis j'ai commencé à faire ça le samedi puis le mardi, mettons, il y avait des sorties. Fait que tu t'amuses avec tes amis. Puis là, ben, tranquillement, il invite, mettons, du monde à aller faire des courses. Fait que là, j'ai commencé à faire des petites courses régionales, provinciales. Puis à un moment donné, ben, j'ai vu que j'aimais ça. Puis j'avais un certain attirance vers faire des courses là, en tant que tel. Fait que là, j'ai continué ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai changé un peu de discipline, là, mais dans le temps, c'était juste, il y avait juste du cross-country. Là, fait que des courses courtes, là, que tu fais des tours du même circuit. Là. Ouais. T'as-tu déjà fait du bike de route? Mais j'imagine que t'en fais des fois, mais c'était-tu quelque chose à amener qui t'a intéressé ou toi, c'était plus être dans le bois? Ben, c'est sûr, être dans le bois, c'est ça qui m'attire. Là. Dans tous les sports que je fais, j'essaie de rester dans le bois. Mais veux pas, quand tu t'entraînes, t'as pas le choix d'aller sur la route là, parce que tu peux pas toujours rouler en montagne. Puis, mais j'ai fait quelques compétitions de route aussi. Puis, tu vois, premièrement, ça m'attire moins parce que la vitesse est élevée. Je trouve que c'est quand même risqué. Ouais. Puis la vibe est moins cool aussi, tu sais. Je comprends. Je sais pas si... c'est peut-être vraiment un préjugé, mais tu sais, mettons, les courses à pied sur route, la vibe va être vraiment différente que course à pied en trail, mettons. Ouais. En trail, il y a plus une camaraderie. En route, c'est plus axé sur la performance. Ouais. Mais c'est exactement la même chose en vélo, là. Fait que moi, ça me rejoint moins. Mais tu sais, quelques fois par année, j'y vais quand même juste pour me tester. Juste, tu sais, s'il y a un parcours, mettons, que je vois que j'apprécie particulièrement, ben je vais aller le faire juste pour le fun ou pour m'entraîner. Ouais. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? T'as-tu une théorie? Parce que moi, ce que tu dis là, je l'ai expérimenté en course, là, clairement. Tu sais, le trail, c'est pas pantoute la même vibe que, mettons, si tu t'inscris au demi-marathon de Lévis ou quoi que ce soit, là. Tu sais, pas du tout. Pourquoi, tu penses? C'est-tu parce que tu peux pas utiliser le temps comme comparatif, fait que ça enlève ce genre de pression externe? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des métriques, là, tu sais, le temps, la distance, que en trail ou en vélo de montagne, ça a comme plus vraiment d'importance, là, tu sais, où c'est tellement plus lent que comme tu oublies ça, là, tu sais, c'est plus tu profites du terrain ou de ce qu'il y a en avant de toi, versus, tu sais, il faut que j'atteigne un temps. Puis, tu sais, je comprends les deux vibes, là. C'est juste que moi, ça me rejoint moins. Puis, je pense qu'il y a du monde qui, à l'inverse, eux, courir dans le bois vraiment lentement, tu sais, puis monter une montagne, ça les c'est un peu ce que j'ai réalisé là, dans les derniers mois, là. Tu sais, il y a du monde courir sur la route vite, tu sais, c'est ça leur trip. Courir sur la track. Puis, c'est bien correct, là, tu sais, je respecte ça. Mais ça en prend pour toi. Ben exact. Fait que quand tu as commencé avec le bike de montagne, moi, ce qui m'intéresse tout le temps, c'est... l'entraînement, puis le programme d'entraînement, puis appelons ça régime d'entraînement. Ouais. J'imagine que quand t'es petit, 12 ans, c'est juste on s'en va dans le bois puis on joue à faire le parcours. Là, mais est-ce qu'à amener, c'est devenu plus sérieux? Puis quand ça l'est devenu, comment est-ce que tu préparais ton entraînement? T'étais-tu dans un groupe? T'étais-tu coaché? Puis comment ça a évolué dans le temps, ça? J'ai commencé à m'entraîner vraiment à l'âge... junior, même quasiment première année senior, là, fait que ça fait à l'âge de 18 ans. Ouais. Puis j'avais un coach perso. Là. Souvent, ça marche comme ça. Là, même si tu es dans un groupe, tu as quand même un coach perso, puis c'est pas nécessairement le même coach pour tout le groupe. Puis, ben là, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, là, mais tu sais... tu peux, le monde ici sont avides de geekness. OK. Ben, tu sais...
Je sais pas si je peux te parler de qu'est-ce que je fais comme présentement, parce que c'est plus frais dans ma mémoire. Ben oui. Ben en fait, juste amenons-nous jusqu'à présentement. Là. Fait que là, tu as un coach privé qui te fait faire des trainings. Puis en ce moment, as-tu un coach encore? Ouais. OK. Ouais. Fait que allons-y avec ça. Ben c'est ça. Fait que tu sais, mettons, on va dire de l'âge junior, là, j'ai eu quelques coachs. Puis à un moment donné, j'ai comme délaissé la discipline de cross-country pure pour me concentrer plus vers les courses de longue distance puis courses par étapes, éventuellement dans le gravel bike. Puis il y a comme eu un moment où est-ce que j'avais plus le goût d'avoir de coach parce que j'avais l'impression qu'il y avait personne qui pouvait m'aider dans ce type d'événement-là. Parce qu'au Québec... C'était comme trop jeune, genre la discipline? Ouais, c'est ça. Tu sais, le gravel, ça commençait. Les courses par étapes, il n'y en a pas ici. Tu sais, c'était tout à l'extérieur du Québec. Fait que j'avais l'impression qu'il fallait comme que je me bâtisse une expertise en le testant sur moi-même, entre guillemets. Ouais. Fait que je faisais juste faire du volume. Là, tu sais, genre, je m'entraînais... c'est souvent beaucoup. Ça qui arrive quand les gens n'ont pas de coach. C'est juste du volume. Ouais, c'est ça. Puis la seconde que tu... En tout cas, moi, je vais parler de mon expérience de course à pied, mettons, là, parce que la natation, c'était un autre dossier, parce que là, j'ai eu un coach toute ma vie avec un suivi quand même assez serré. Là, mais quand j'ai commencé la course à pied, au début, c'était comme, ben là, je vais courir, mais dans le fond. Fait que là, j'allais courir. Là, je courais des semaines à 100 kilos, puis sans jamais accélérer, sans jamais faire de drill ou quoi que ce soit. Puis la seconde que je me suis fait suivre par une coach... Là, c'est comme, OK, non, là, 3 fois par semaine, je me mets dans le rouge avec des intervalles courts, puis le gain est massif, tu sais, en gardant une certaine base de volume, je comprends. Mais... Exact. Fait que là, toi, tu te dis, personne ne peut m'aider pour ça, je fais de la longue distance puis des courses par étapes, fait que je vais mettre des kilomètres sur mon bike. Là. Exact. Puis, tu sais, genre, je focusais beaucoup sur comme les journées back-to-back, là, mettons. Fait que, tu sais, je m'entraînais le soir. Je faisais, mettons, un gros training le soir, puis tout de suite, le lendemain matin, mettons, je refaisais un autre pour comme simuler un stage race. Puis honnêtement, ça marchait quand même bien. Puis à un moment donné, ben là, j'étais comme... quand le gravel a vraiment pris de l'ampleur, le niveau, il a comme augmenté, le paf, one shot. Ouais. Puis là, je me disais... V'là comme 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Pendant le fin pandémie, là, on va dire. C'est vraiment ça qui a propulsé le gravel. Le monde a fait fuck, man, je suis tanné d'être en dedans, puis that's it. Ouais. Puis, tu sais, ça vient rejoindre un peu les deux aspects qu'on parlait tantôt. Là. Tu sais, la route, où est-ce que c'est plus performance, vitesse. Le vélo de montagne, où est-ce que tu es dans le bois, puis il n'y a pas de char. Le gravel, c'est comme entre les deux. Tu as quand même un aspect performance. Les vitesses sont assez élevées. Ouais. Le bike, c'est quand même important. Il est réactif quand même. Là. On voit ton bike derrière. Ouais. Mais tu as aussi l'aspect, tu as la paix. Tu vois 1 ou 2 autos dans ta journée. Tu as des petites sections de single track. Fait que ça convient aussi au monde de vélo de montagne. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a du monde de plein de milieux qui se sont garochés là-dedans. Puis le niveau, il a vraiment pris une coche rapidement. Fait que là, puis l'industrie semble aussi avoir poussé entre elles simultanément ça. Ouais. Peut-être que c'est la poule avant l'œuf, mais il y a quelqu'un qui a vu l'attrait pour le trail, puis là, tout le monde a fait « OK, non, on pousse ça à fond. » Exactement. Là. Fait que le matériel s'est développé. Les courses sont devenues... Tu sais, avant, c'était, mettons, 200 personnes qui faisaient la course. Là, maintenant, c'est 800 personnes, puis en dedans d'une journée, genre, l'inscription est pleine. Wow, fait que... Avec j'imagine quelques spots élites réservés ou... Ouais. Fait que là, moi, j'ai vu le besoin de me prendre un coach. Puis, je suis allé chercher un coach qui est aux États-Unis, qui s'appelle Jeremiah Bishop. Puis lui, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse en vélo de montagne, d'endurance, puis plus récemment en gravel. Fait que, tu sais, il a fait les courses, je sais pas si tu connais Cape Epic, c'est des courses par étapes, genre en Afrique, là. Vraiment très connu. Juste pour... parce que je me pose la question depuis que tu l'as mentionné tout à l'heure, puis juste pour mettre les gens en contexte qui nous écoutent, les courses à étapes, c'est quoi un format standard, mettons? J'imagine qu'il n'y en a pas de standard, mais ça ressemble à quoi? 4-5 jours? Ouais, c'est... je te dirais entre 5 et 7 jours. OK. Puis, les distances sont très variables. Des fois, tu vas avoir comme un prologue qui est très court, là. Mais sinon, tu vas avoir des étapes reines qui vont être entre 80 et 100 km. OK. Puis, tu sais, fait que c'est genre, en termes de temps, des épreuves de comme 4 heures, des étapes de 4 heures à peu près. C'est ça. Puis, tu vois, il y a des courses par étapes qui sont plus courtes, que ça va être du 1h30, 2 heures par jour. Okay. Fait que c'est plus intense.
Mais tu sais, c'est ça. Il y en a plein, mais à peu près ce format-là. C'est ça. Okay, c'est parfait. Fait que là, lui, il est spécialisé dans ça. Il en a fait en masse. Puis je l'avais rencontré il y a une couple d'années quand je suis allé m'entraîner à Virginie. Puis ça avait quand même bien fité. Puis là, je me disais que c'était pas mal le seul coach qui pouvait m'aider dans ce que je voulais faire. Puis effectivement, là, ce que tu disais tantôt, côté volume, au début, il m'a comme testé. Là, il me faisait faire... il m'a fait des tests, là, 1 minute, 5 minutes, 20 minutes, mais aussi, il m'a fait faire un 8 heures. Il m'a fait un 8 heures... c'est des bons tests. Ouais, genre, tu sais, constant, mettons. Puis là, il check... T'as fait un 8 heures à pousser constant? Ouais. À genre quel niveau d'intensité? Ben, tu sais, pas à fond. Le plus là. que tu peux pendant 8 heures, dans le fond. C'est ça, en arrêtant le moins possible. Fait comme si je faisais... Comment ça s'est passé, ce test-là? Ben, tu sais, au début, j'étais comme, shit, c'est quand même intense, là. Ouais, puis c'est genre, comment tu fais pour pogner un loop? Tu fais-tu genre un loop 10 fois? Ou non, c'était, mettons, une longue distance, là, mettons, je me rappelle plus c'était combien, là, mais tu sais, c'était un genre 160, là, mettons, là, excuse-moi, en gravel bike. Faut que tu trouves 160 quand même, kilos. Mais tu sais, ça se fait, là... C'était pas tant ça mon inquiétude, là. C'était plus de comme arrêter le moins souvent, puis avoir assez de bouffe, puis tout. Puis le tenir, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les puissances sont pas impressionnantes là, dans ce temps-là. Par ces 8 heures, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bref, lui, il voulait voir, tu sais, c'était quoi ton où est-ce range, que j'étais là. Bon, là, tu sais, ou mauvais, où est-ce que j'avais des lacunes. Puis après mon 8 heures, là, tu sais, j'ai écrit, ça a bien été, tu sais, j'ai pas de problème. Puis là, il dit, OK, il dit, le volume, là, il dit, c'est fini, là, t'as plus besoin d'en faire. Il dit ça, l'endurance. C'est ça, il a dit, OK, man, ça, on est good, là, ça va. Man. L'endurance, là, il dit, c'est pas ça ton problème, là. Il dit, nous, il faut aller travailler plus dans le 1 minute, dans le threshold, mettons, entre 1 puis 20 minutes, parce que les courses, c'est là qu'ils sont gagnés. Ouais. Tu sais, c'est quand que ça attaque, c'est là qu'il faut te suivre. Le problème, c'est pas de finir la course, là, c'est de suivre l'attaque de toi-même. Attaquer si jamais tu as les jambes pour le faire. C'est ça, exact. Fait que là, on a comme plus réorienté mon training vers ça. Puis encore aujourd'hui, c'est ça que je fais. Par contre, tu sais, je vais en refaire là, des 6 heures puis des longues sorties parce que t'as pas le choix d'en faire parce que tes courses, ils durent ce temps-là. Là, mais j'en fais moins que peut-être la plupart des gens qui cherchent à augmenter cette filière-là. Là. Ouais. Mais c'est vraiment une bonne idée de tester toutes ces zones-là. Là. Comme ça, tu peux vraiment savoir c'est où ton... premièrement, tes forces, puis savoir ton potentiel optimal, il est où, mais aussi savoir au niveau des zones énergétiques, tes faiblesses sont où. Là. Ouais, exact. Puis ça, c'est dur de savoir si tu le testes pas, là, tu sais. Ouais. Puis non seulement de comparer les efforts avec les autres, mais de comparer tes efforts à toi avec tes efforts dans d'autres zones. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire, mais dans ma tête, c'est clair là, que comme si tu compares ton 8 heures avec ton 5 minutes, puis tu te rends compte que le 5 minutes, il est vraiment off, ben là, tu sais que c'est là l'enjeu. Là. Exact. Fait que le sport de vélo, de gravel, de stage race, où est-ce que il y a la dynamique peloton puis attaque, comme tu viens de le mentionner, l'enjeu principal, c'est d'être capable de fournir plusieurs courts efforts, souvent, qui te coûtent pas trop cher. Ben... Il faut qu'il coûte le moins cher possible pour être capable de les enchaîner. Puis c'est ceux-là à la fin qui... Moi, c'est tout le temps l'exemple de Mark Cavendish. Mark Cavendish, c'est pas le meilleur sur un... C'est pas le gars qui watt le plus, c'est pas le meilleur sur un sprint. Sauf que c'est le meilleur sur un sprint après des étapes. C'est ça. Ou du moins c'était. Ou dans l'absolu, là, sa force, c'est le meilleur à la fin de tout ça parce que c'est lui qui est capable, quand tout le monde a donné toutes ses cartouches, d'avoir la dernière grosse cartouche, mettons. Comment t'entraînes ça? Mettons plus concrètement, puis n'aie pas peur d'aller vraiment dans le deep, à moins que tu veuilles garder des cartes proches de la veste. Là, je pense pas qu'il y ait de secret là, mais... Ça ressemble à quoi tes trainings pour faire ce genre d'affaires-là? Ben, tu sais, comme pour vraiment un entraînement là, pour une course de gravel, ça va être un genre de 4-5 heures. Mettons, je m'entraîne là, pour vraiment un événement là, spécifique. Je vais essayer d'aller rechercher un dénivelé qui est similaire, avec un parcours qui est similaire. Fait que, tu sais, je veux pas que la gravel elle soit pareille, mais tu sais, genre peut-être la proportion asphalte-gravel.
Puis, vers la fin, la dernière heure, ça va être des intervalles maximales. Là. Fait que tu sais, des 30 secondes all-out ou des 1 minute à la all-out. fin de ça. Fait que là, tu te crées une bonne pré-fatigue avec du dénivelé, Puis avec pas, le parcours. Puis tu sais, le 4 heures avant, c'est pas... tu tournes les jambes. Tu sais, c'est comme... Tu tiens ça quand même appuyé. Tu sais, un pace d'endurance. Là. Ouais. Mais pas... Définis le pace d'endurance. Ben... C'est la fameuse zone 2. Là. OK. Fait que tu sais, zone 1, c'est recovery, on va dire. Zone 2, c'est tu t'appuies, mais tu es capable de faire toute ta sortie là, à un bon rythme. Fait qu'en bas du seuil anaérobique, tu restes là. Ouais. Puis là, à la fin, ben là, tu snaps. Puis là, ça va recréer ton effort de course. Là. Ouais. En réalité, ce qui se passe souvent, c'est que dans les courses de gravel, il va y avoir beaucoup d'efforts courts au début, dans la première heure. Après ça... Où est-ce que le monde essaie de se positionner, où est-ce qu'il y a les échappées et tout. Là, c'est ça, exact. Là, l'échappée part. Fait que là, ton but, c'est d'être dans l'échappée. Mais contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est pas si tough un coup que t'es dans pas à bloc, là. Non. L'échappée est pas à bloc. Là. Non, c'est ça. C'est quand même... Ben, c'est relativement relax. Ouais. Le groupe travaille bien ensemble, mais tu te fais pas lâcher. Puis la dernière heure, on va dire, c'est là que les attaques là, vont vraiment arriver. Là. C'est ça, dans le fond. Fait que la différence entre ce que le monde peut regarder au Tour de France, par exemple, où est-ce que là, l'échappée, il faut comme qu'il soit quand même à bloc parce qu'en arrière, il y a des équipes qui travaillent pour la ramener. Tandis qu'en gravel, c'est pas rendu là encore, mettons, où est-ce qu'il y a des équipes pros qui travaillent pour leurs sprinteurs, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu vois, mettons, au Tour de France, il y a un échappé qui a 5 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu te dis, c'est sûr qu'ils reviennent, le peloton. Ce sera pas long, ils vont mettre leur meilleur gun avant puis ça va revenir. Ouais. Mais quand tu as 5 minutes dans une course de gravel, là, c'est fini. Là. T'es good. Là. Puis souvent, l'échappée, j'imagine, dans les gravel, c'est les meilleurs qui sont en avant. Là. Ouais. Les meilleurs réussissent à prendre l'échappée, puis genre, à moins qu'il y en ait un qui manque un move en arrière, c'est ça. Les meilleurs sont dans l'échappée, puis on les rattrape pas. Là, ça peut revenir, tu sais, je veux dire, ça arrive des fois, là, si, mettons, au début, il y a une partie, je sais pas, tu sais, il y a une montée, mettons, vraiment... une grosse montée, puis il y a quelqu'un qui est très rouleur, pas capable de monter. Tu sais, ça se peut qu'ils reviennent plus tard, mais c'est plus rare. Ouais. Souvent, les gars plus forts, ils vont partir au début, puis ça va être ce groupe-là. Tu sais, peut-être qu'il va s'égrener au fur et à mesure, mais ça va être ce noyau-là qui va rester en avant. Là. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, à travers ton training, je sais que tu fais... T'es comme un couteau suisse là, en termes de vélo. Tu fais autant du mountain bike que du gravel, puis aussi du cross-training de course en trail. Ouais. Ça ressemble à quoi ta proportion de tout ça pour être capable de tout faire ces courses-là? T'sais? Parce que là, je sais que tu fais des grosses courses de gravel, mais aussi, là, tu étais à Saint-Félicien en fin de semaine pour la Coupe Canada de mountain bike. Exact. Fait que comment tu gères ces différences-là? C'est pas évident, là. Des fois, tu sais, comme en fin de semaine, j'avais pas passé assez de temps sur mon mountain bike, puis tu sais, je le voyais, là. Mais tu sais, c'était ça l'horaire, fait que j'avais pas le choix. Mais tu sais, il y a comme... Je priorise mon calendrier, puis tu sais, il y a des événements que j'aime mieux... Tu sais, j'aime mieux passer du temps sur mon gravel pour prioriser cet événement-là, même si je sais qu'il y a un événement de mountain bike après. Par contre, en étant au Mont-Sainte-Anne, j'aime quand même ça, sortir en vélo de montagne, parce que c'est vraiment facile. Puis c'est ça mon sport, là, à la base. Fait que si j'ai des événements importants, je vais focusser sur faire mes trainings clés en gravel, mettons, ou dans le sport que j'ai besoin de me pratiquer. Puis le reste, je vais comme combler avec du vélo de montagne, un petit peu de trail. J'en fais pas tant que ça, là, honnêtement, là, de la course en trail. Là. J'en fais genre une fois ou 2 semaines, peut-être, juste pour en faire. Ouais, c'est ça, pour changer le beat. Mais c'est pas mal ça, là, comme avant la traversée de la Gaspésie, je faisais juste la gravel là, parce que je voulais être comme vraiment prêt pour ça. Fait que j'ai comme délaissé mon mountain bike, puis de toute façon, il pleuvait tout le temps, fait que je pouvais pas aller dans les trails. Les trails étaient en piteux état cet été. Là. C'est ça. Fait que c'est un peu de même là, que je répartis ça. Il n'y a pas de... Puis à quel point est-ce que faut que tu passes du temps sur un type de bike pour avoir un bon feeling? Je te donne l'exemple. Moi, en natation, mettons, les sensations sont tellement importantes que tu restes, mettons, super en shape, mais tu touches pas à l'eau pendant une semaine.
oublie ça. Là. C'est ça. Tu reviens pas de ça. Là. Ouais. C'est-tu le même principe un peu? Ben, je pourrais pas te dire parce que je sais pas. Tu le sais pas, mais dans le sens, y a-tu un enjeu de sensation, puis de feeling, puis de vraiment bien sentir ton bike si t'en fais pas pendant 1 semaine, 2 semaines? Ouais. Ben, moi, je trouve que oui. Là, je pense qu'il y a une partie comme neuromusculaire. Là, ton pattern de pédalage, comment tu pédales, comment tu réagis avec ton bike, il est différent sur un gravel que sur un vélo de montagne. Puis si t'en fais pas, mettons, tu te concentres vraiment sur ton gravel, tu arrives sur ton mountain, puis il y a comme tout le temps une petite affaire de off, puis ça te prend 4-5 trainings de suite avant d'avoir, de retrouver, mettons, ton feeling, là, que comme, OK, les jambes tournent, je sais quoi faire exactement, puis tu n'as aucune hésitation. Là. Fait que c'est pour ça que c'est tough de passer d'un bike à l'autre. Mm-hmm. Puis là, on parle... Si tu veux juste faire des sorties là, à gauche, à droite, c'est pas grave. Là, mais si tu veux vraiment genre performer dans faire ta course puis vraiment être au top, il faut que tu passes du temps sur le bike dans lequel tu vas courser. Ouais. On dirait que ça rend ça encore plus débile, mettons, quand tu penses à genre Mathieu Van Der Poel qui gagne champion du monde de cyclocross puis de vélo sur route, puis un gars comme Tom Pidcock qui est au Tour de France, qui fait un top 10, je pense, puis qui est vraiment sa coche sur son bike de route, qui, 1 semaine et demie plus tard, gagne les championnats du monde de mountain bike. C'est fou là, de penser à ça. Genre, de ce que je viens de dire, là, c'est vraiment fou là, pour vrai, parce que c'est différent. Là, c'est deux disciplines, mais c'est 2 sports différents. Les tactiques sont différentes, le coup de pédale est différent, tout. Juste les efforts, comment tu vas te lever sur ton bike, tout est différent. Puis je pense pas que Tom Pidcock, pendant le Tour de France, il allait spinner sur son mountain bike. Ça me surprendrait. Son chèque, il arrive pour le Tour de France, il arrive pas pour le mountain bike. Là, Puis je prenais une entrevue que Magali Rochette avait faite avec, je pense que c'était Eli Iserbitz, qui est comme un des très bons coureurs en cyclocross. Puis les deux, ils parlaient de ça, comment qu'il y avait certaines personnes qui avaient une aisance de passer d'un sport à l'autre. Puis ils disaient que, tu sais, à part Van Der Poel, puis Pidcock, puis il y en a peut-être 4-5 qu'on peut nommer, là. Il n'y en a pas tant que ça, là, qui sont capables d'avoir du succès dans plusieurs disciplines. Fait que, tu sais, faut pas non plus penser que c'est la norme. Penser que c'est possible de faire ça. Tu sais, t'as comme les tops, probablement, en cyclocross, qui arrivent 3e, 4e sur le podium, mettons, là, après Van Aert puis Van Der Poel, c'est genre, probablement qu'ils sont super, super élites en cyclocross, mais que... Tes mains en vélo de montagne sont peut-être pas si bons. Ils vont peut-être être capables de faire une Coupe du Monde puis bien faire. Là, c'est sûr qu'ils sont pas mauvais sur un bike de route non plus. Mettons, ils seraient pas nuls à chier, là, j'imagine. Mais tu sais, gagner 2 championnats du monde back-to-back, c'est un autre game. Là. C'est fou, ça. Ouais. Fait qu'il faut pas penser que c'est si facile que ça, même s'il y a du monde... qui sont capables de le faire. C'est ça. C'est ça. C'est comme... en 2008, quand Michael Phelps gagnait moi, je ramène toujours ça en natation, là, mais qui gagnait le 100 papillons puis le 400 4 nages, puis faut que tu connaisses la natation pour savoir à quel point c'est impossible de faire ça. C'est ça. Le monde faisait il est juste bon comme non, vous comprenez pas, c'est là, un autre game. C'est une autre affaire là, complètement là, tu sais. Fait que c'est impressionnant en tout cas. Fait que il y a cet enjeu-là de passer beaucoup de temps sur le bike dans le fond, dans lequel pour mieux le maîtriser puis mieux le sentir. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça me prend quand même une couple de training là, avant de switcher vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que les zones en vélo de montagne puis les zones en gravel sont sensiblement semblables, ou est-ce qu'en vélo de montagne, il y a plus de up and down puis c'est plus des courts efforts vraiment intenses? Tu sais, les zones en tant que telles, je vais pas dire n'importe quoi, là, mais tu sais, je considère que c'est les mêmes. Fait que tu sais, pour toi, mettons, tu sais, ton threshold en vélo de montagne, ton threshold sur ton gravel bike, il va être la même chose. Par contre, si tu regardes ton power profile, là, comment ta puissance est répartie tout le long de ton training, on va dire, c'est vraiment différent. Là. Comme tu dis, il y a vraiment plus de punch en vélo de montagne. T'sais, quand faut que tu passes, c'est niaiseux, là, mais une racine puis une roche, ben là, tu faut que tu snaps à, on va dire, 500 watts. Mais en gravel, t'as jamais ça. T'as plus le côté smooth, puis t'as pas nécessairement de kick là, tant que ça. Là. Mm-hmm. Fait que c'est juste, au final... Comme ta batterie ou ton moteur, c'est le même, mais comment tu l'utilises est vraiment différent. Je comprends. Est-ce que tu penses que pour former des jeunes athlètes, la diversité
du sport, c'est quelque chose qui est utile et important? Ouais, moi je crois quand même beaucoup à ça, là. Ouais. Tu sais, faire plusieurs sports, je pense que c'est super bon, surtout en jeune âge. Ouais. Jusqu'à je parlais à Charles Castonguay pour le développement de l'athlète, là, je pense que même jusqu'à 15-16 ans, là, de faire plein d'affaires différentes, c'est optimal. Ah ouais, c'est ça. Mais même passer cet âge-là, je trouve que c'est vraiment bon d'avoir de faire plusieurs disciplines. T'sais, si tu veux te concentrer plus sur la route, par exemple, mais si tu fais du cyclocross ou du vélo de montagne, tu as toutes les aptitudes techniques qui viennent avec. Ouais. Justement, là, l'effet de punch, ça se transfère vraiment facilement en route. Puis vice-versa, en vélo de montagne, tu peux bénéficier des efforts qui sont faits sur la route, la vitesse, tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est essentiel de faire ça pour un cycliste. Puis c'est aussi le fun parce que t'as pas l'impression de tout le temps faire la même affaire. Tu changes mentalement, c'est différent. Puis c'est ça. Moi, c'est pour ça que je switch d'une discipline à l'autre, là, parce que je veux pas comme m'endormir dans une même discipline puis me cogner la tête dans un mur, mettons, si ça marche pas dans une discipline. Tu peux comme switcher puis avoir du fun sur ton mountain bike, mettons. Ouais, je comprends. Je comprends. Puis effectivement que pour la tête, c'est le best. Moi, c'est ça que j'ai trouvé dans, mettons, ma préparation pour des ultras en trail. Je trouvais qu'à un moment donné, je me cognais un peu à la tête sur le même genre d'entraînement, puis sur, tu sais, de me dire que là, OK, là, en fin de semaine, c'est un week-end shock, c'est une longue sortie, puis là, il faut que j'aille faire du D+. Puis là, à chaque week-end, la week-end shock revenait, puis la longue sortie revenait, puis je trouvais que les dimanches, ma longue sortie, à un moment donné, man, ça me tentait plus d'aller faire 6 heures au Mont-Saint-Anne, tu sais, puis là, ça fait 2 semaines que j'ai comme décidé de tourner la page là-dessus, puis de revenir à natation, puis de commencer le vélo, puis faire des intervalles. Puis ça fait du bien. Là. Chaque jour, c'est une nouvelle affaire. Tu sais, chaque jour, OK, là, j'ai hâte d'aller nager, j'ai hâte de prendre mon bike, j'ai hâte d'aller ces plaines, faire des intervalles. Puis changer un petit peu cette mentalité-là qui est unidirectionnelle de comme volume, puis des plus, puis ça a tout changé dans ma vie, là, puis dans ma relation avec l'entraînement aussi. Fait qu'à la place de le subir, comme c'était rendu dans les derniers mois. Maintenant, j'ai hâte de le faire, puis c'est pour ça qu'on le fait. Là, Moi, je fais pas du sport pour gagner ma vie. Je fais, comme on a tous des jobs à l'extérieur de ça. Là, c'est comme... Fait qu'on le fait pour avoir du fun, pour se dépasser, pour pousser notre corps au meilleur de ses performances, mais genre, faut que ce soit le fun. Là, c'est ça. Puis tu sais, est-ce que, tu sais, la question se pose, là, est-ce que t'aurais été moins bon à ton ultra si t'avais fait une sortie de nage par semaine, mettons? Ou probablement probablement pas. Fait que, si j'avais eu envie d'y aller plus, parce que là, j'y allais à reculons quasiment à la fin. Fait que si j'avais gardé ça fresh puis le fun, probablement que j'aurais été aussi bon ou meilleur. Là, c'est ça. Je pense pas que ton corps change là, tant que ça parce que tu fais une coupe de training. Mettons, j'avais arrêté de nager justement pour perdre un peu de poids du haut du corps parce que c'est du poids que tu traînes pour rien. Là, sauf que si j'avais 2 livres de plus au haut du corps, je pense pas que ça aurait changé grand-chose là, au final. C'est ça, exact. Fait que tu sais, c'est cool de garder ça fresh, là, que ça soit carrément des sports différents ou juste, dans mon cas, c'est des disciplines différentes. Mais moi, je trouve que c'est essentiel pour, surtout du sport d'endurance, là, quand tu cours, là, tu fais exactement la même chose tout le temps. Là, fait que c'est juste de switcher d'un truc à l'autre. Puis même, cet hiver, on était à Gérone avec Sarah puis moi, on était à Gérone, puis elle avait vraiment un beau groupe de courses. Puis une fois par semaine, il allait faire de la track le soir. Mais c'est un groupe de trail, là. Fait que tu sais, eux, ils s'entraînent pour faire des ultras, puis une fois de temps en temps, ils allaient faire de la track pour pratiquer leur speed, mais aussi, tu sais, changer. Faire autre chose, là. C'est ça. Ils faisaient du bike aussi au travers, mais tu sais, juste de changer le mindset un peu, puis c'est le fun, là, tu vas vite, puis c'est des feelings différents, puis c'est ça. Je voulais qu'on parle un petit peu, parce que moi, comme je t'ai dit, puis avant, puis je pense que je l'ai dit aussi pendant le podcast, je me suis mis au vélo maintenant, puis quelque chose qui moi, m'a étourdi un peu en arrivant dans le bike, puis je sais que c'est la même chose pour beaucoup de monde, c'est le prix d'entrée dans le sport. Parce que si t'es quelqu'un comme moi qui veut bien faire, ou du moins maximiser son potentiel, quel qu'il soit, là, peu importe. Là, je veux dire, moi, j'ai pas l'intention de faire le Tour de France, même si je voulais, je pense pas. Je pense que le bateau est parti pour ça. Là. Mais je veux quand même avoir de l'équipement de qualité.
Puis là, tu compares ça, mettons, à un sport comme la course où est-ce que tu achètes une paire de souliers that's it, tu sais. Ouais. Là, tu tombes dans, OK, là, mettons que je veux faire du bike. C'est quoi le bike que j'achète? Parce que là, le gravel, ça a l'air le fun, mais la route aussi. Ouais. Puis là, tu te dis, OK, juste ça, mettons que je veux être capable de faire ces deux choses-là, qui sont des choses assez standards, ben ça me prend 2 bikes. Ouais. C'est comment est-ce qu'on... Ben, la question est vraiment large, puis je m'en excuse, mais comment est-ce qu'on aborde ça? Tu sais, de dire, bon, là, par quel bike est-ce qu'on commence? Comment qu'on choisit si on achète? Parce que le monde n'a pas... le monde qui veut entrer dans le bike, ils n'ont pas 2 bikes à acheter straight up, là, genre, c'est bien trop cher, là, tu sais. Mettons que tu veux un minimum 5000$ sur un bike, là, minimum, mettons. Tu le mets dans lequel bike? Comment tu décides ça? Comment ça arrive? Ouais, c'est une bonne question. Même moi, je me cache pas, j'ai des commanditaires qui m'aident beaucoup avec l'équipement. Mais il y a quand même des frais reliés à entretenir des bikes ou juste les avoir. Là, je peux pas avoir 10 bikes. Là, c'est ça. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'ai mon bike de gravel, mais j'ai 2 sets de roues. Fait que j'ai mon set de roues de gravel avec des pneus, des pneus cramponnés. Puis j'ai un set de roues qui est slick, fait que pour la route. Okay. Puis ça donne que comment j'ai monté mon bike, ça ressemble beaucoup à un... Tu sais, les gears, c'est pour faire de la route. Fait que je peux aller quand même à une bonne vitesse. Fait que juste en changeant les roues, je suis capable d'avoir 2 bikes dans le fond. Là. Fait que moi, c'est ma solution que j'ai trouvée. Puis ça me permet, comme je disais tantôt, de continuer à rouler sur le même bike, puis de m'habituer au feeling du bike. Fait que dans le fond, toi, c'est ton bike derrière toi, c'est ça. Qui est vraiment sharp en passant. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. Cervélo, très cool. Est-ce que, dans le fond, toi, étant donné que ton sport principal, c'est le gravel, quand tu vas sur la route, tu fais pas de compétition sur la route, dans le fond? Ben, j'en fais quelques fois, mais tu vois, j'utilise ce bike-là quand même. Tu utilises quand même ce bike-là quand tu fais des compétitions sur la route. Fait que est-ce qu'il est moins performant sur la route qu'un bike de route? Puis si oui, à quel pourcentage? Mettons, pour un gars comme moi, je le remarquerais probablement pas. Là. Non, puis tu sais, même pour moi, c'est difficile. Mettons, si je vais m'entraîner toute seule, je peux pas dire que c'est plus lent qu'un bike de route. Mais c'est quand tu es à côté d'autres gars qui sont sur un bike de route. Là. Puis là, tu vois, ils ont des roues plus profilées, on va dire, un cadre aérodynamique, peut-être une position un peu plus agressive. Puis là, tu vois qu'il y a une couple de petites différences. Tu peux le sentir, mais c'est pas... je suis pas complètement collé là, en arrière. Il y a une mini différence. Là, peut-être un genre de... une couple de pourcents. Là, je pourrais pas couple de watts. Là, ouais, c'est ça. Puis tu sais, souvent, quand tu vas rouler avec le monde qui font de la route, qui ont des bikes de route, les vitesses, c'est comme vraiment plus élevé. Là. C'est comme tu roules à 40 km/h. Fait que c'est sûr que ton bike de gravel, même s'il est aéro, il est pas aussi aéro qu'un bike de route. Fait que tu as une couple de petites pertes là. Mais on s'entend que, mettons, toi, tu vas rouler avec du monde qui roule à 40 km/h, mettons, quand tu vas rouler sur une route. Là, mais si tu roules à 25 km/h, tu verras aucune différence. C'est ça. Fait que c'est vraiment une bonne porte d'entrée, dans le fond, de dire hey, moi, je veux de quoi de quand même global, de juste avoir 2 sets de roues sur un bike de gravel, c'est fair enough. Puis tu sais, dans le gravel, il y a un grand spectre aussi de vélos. Comme moi, ce que j'utilise, c'est un vélo plus axé sur la course. Fait que veux pas, il est plus proche d'une géométrie de route. Fait que c'est pour ça que le switch fait bien. Tandis que si tu vas vers un vélo de gravel qui est plus aventure, qui est fait plus pour du bikepacking, mettons avec des inserts pour mettre des bagages, des sacs, tout. Si ça, tu mets des roues de route dessus, ben là, ça va être moins performant, c'est sûr. Je comprends, Mais là, c'est là que tu fais ton choix. Là. Ouais, je comprends. Mais je veux dire, si le trip des gens, c'est le bikepacking, ben achète-toi un bike de bikepacking. C'est ça, exact. Tandis que je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'effectivement, c'est une bonne... Puis l'inverse se fait pas, dans le fond, de prendre un bike de route et mettre des pneus de gravel, parce que c'est trop large. Ouais, c'est ça. Ben, il y a une genre de catégorie là, qui s'appelle endurance. Là, fait que c'est comme un peu entre les deux. Fait que souvent c'est vendu avec des pneus de route, mais tu peux mettre des pneus jusqu'à comme 33-35 mm. Fait que tu sais, c'est des pneus de cyclocross dans le fond. Là. Fait que ça marche, mais pour moi, ça fait pas la job pour faire une course de gravel. Là. Je comprends. C'est comme... Ça fait la job pour rouler un peu sur la gravel. C'est ça. C'est ça. T'as-tu fait le chemin Sainte-Brigitte-de-Laval, le tour complet?
Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en vélo. Parce Ouais. qu'en est à Sainte-Brigitte, il y a comme un bout qui tombe sur la gravelle. OK. En tout cas, Ben, j'allais te poser cette question-là ouais. parce que je me disais, est-ce que je peux faire le loop au complet? Parce que là, j'ai fait un segment sur Strava qui arrête au moment où est-ce que la pavée arrête. OK. Puis là, ça te fait revenir après ça. Ouais. Fait que chez nous, c'était un 70 kg, mais genre, il y a comme un 90 kg qui se fait où est-ce qu'il y a un 15 kg qui n'a pas de pavé dans le fond. Ouais. Puis là, je voulais savoir, avant de m'aventurer là, si j'étais capable d'y aller avec mon bike de route. Ben, Sûrement dangereux un peu, là, j'imagine. ben moi, mon conseil, ça serait... De pas faire ça. ça serait de pas faire ça en bike de route Ouais. parce que, surtout à cet endroit-là, t'es quand même loin. Là. Ouais, c'est T'es ça. loin de chez vous. Là. Fait Ouais. que si t'arrives de quoi, C'est moins le peut-être fun. pas Là. le best. Là. Mais tu sais, là, je peux pas te dire exactement. Non, le je temps. comprends. Mais je m'essayais. Ah ouais. Cool. Puis toi, tu as aussi quand même sur ta page Instagram amené une genre de un aspect éducatif, Ouais. si tu veux, ou est-ce que tu donnes des trucs, tu donnes des conseils? Comment c'est parti ça? Puis dans quelle optique est-ce que tu le fais? Ben, tu sais, quand tu fais mon sport, tu as besoin de commandites puis de support financier. Puis souvent, en 2023, pour avoir du support financier, c'est pas juste de faire des bonnes performances à des courses, faut que tu crées du contenu. Mm-hmm. Puis, j'aime pas tant ça, créer du contenu qui est axé 100% sur moi. Ouais. Fait que, tu sais, je veux créer du contenu en collaboration avec des marques qui sert aux marques, mais tu sais, qui peut aussi servir aux gens, tu sais. Fait que j'essaie de faire des trucs qui sont plus, justement, là, tu sais, qui comme le dernier, je pense, c'est pression des pneus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est en collaboration avec Pirelli, la marque de pneus qui me commandite. Il n'y a rien de caché là-dedans, là, tu sais. Non, mais c'est clair, puis c'est bien correct, là, ouais. Puis, tu sais, je dis juste que pour faire du gravel, il faut que tu mettes telle pression, tout dépendant de ton poids, blablabla. Puis je trouve que ça apporte plus que juste dire Pirelli, c'est les meilleurs pneus, tu sais. Oui. Parce que là, t'es comme, OK, mais tu te bases sur quoi pour dire ça que c'est les meilleurs pneus? T'sais, j'aime mieux dire, ben, en réalité, tout le monde a besoin de mettre de l'air dans ses pneus, que ce soit du Pirelli ou du Maxxis ou peu importe. Il faut que tu mettes telle pression pour être à l'aise sur ton gravel bike. Fait que, tu sais, je trouve que ça apporte quelque chose. Puis tout le monde est content. Dans le fond, les brands sont bien contents. Moi, je sens pas que je suis... tu sais, qu'on parle juste de moi, mettons. Puis... Fait que c'est ça un peu mon optique. Là. Puis j'essaie de le faire, je le fais pas assez à mon goût. Mais c'est ça. Ouais, non, mais c'est vraiment une belle façon de voir ça. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé sur le podcast, là, souvent, tu sais, parce que évidemment, j'ai eu Pika qui est ma compagnie à côté de ça. Puis maintenant, je peux savoir autant d'un point de vue de créateur de contenu que d'un point de vue de brand, c'est quoi qui fonctionne le mieux, tu sais. Puis ce que tu décris là, c'est précisément ce que les brands veulent, tu sais. Parce que j'en parlais avec David Gagnon, qui est le coach et copain et mari de Magali Rochette. Principalement son mari. Qui est venu, puis qui est un gars avec qui moi j'ai nagé au genre quand il est venu ici à Québec faire du triathlon. Que être un athlète professionnel en 2023, c'est pas juste faire des positions, faire des podiums. C'est ça pour les équipes professionnelles du Tour de France, mettons. Mais si tu veux... Tu sais, je veux dire, toi, tu as un job à temps plein, tu es ingénieur, mais si tu veux ne pas devoir débourser tout ton argent sur des vélos, si tu veux collaborer comme ça, oui, ça prend un certain niveau de performance. Ça, c'est sûr, là, tu sais. Mais ça prend un plus-value pour les brands, parce que sinon, les brands n'ont aucun intérêt à commanditer quelqu'un. C'est juste pour qu'on voit, mettons, de temps en temps ton bike quand il y a des photos officielles, si t'as pas Instagram, là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, ben, c'est tout vrai, là, ce que tu dis. Puis en passant, tu sais, ce que Mag puis David, ils font, tu sais, je trouve ça vraiment nice, là, tu sais. Ils sont à fond dans la performance, puis dans les Coupes du Monde, puis une partie qui est assez niche. Ils sont vraiment élites, là, comme Magali est vraiment élite. Là, mais tu sais, ils leur donnent vraiment beaucoup. Ils vont dans des événements, ils s'impliquent, ils font du contenu vraiment beaucoup, puis ils font des trucs là, de bikepacking, ils font des affaires vraiment différentes, puis je trouve ça vraiment nice là, de voir ça. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on oublie souvent
que c'est pas tout le monde qui a des réseaux sociaux, Ouais. Puis il y a du monde, tu sais, si en personne, tu as autant d'impact que sur les réseaux sociaux aussi, ça peut être aussi payant pour un brand, mais tu sais, c'est dur de le quantifier. Ben, c'est impossible de le quantifier, puis c'est ça le problème. Là. Tu sais, mettons, moi, encore une fois, je donne l'exemple de Upica. Mettons que tu prends Gatorade, puis que Gatorade, eux autres, ils ont un budget qui est comme pratiquement illimité en marketing en disant mettez du Gatorade partout à grandeur. Eux autres, s'ils ne dépensent pas ce budget-là, ils l'ont pas l'année d'après. Le département marketing l'a pas l'année d'après. Fait que donner du Gatorade, mettre des pancartes Gatorade partout, ils n'ont pas besoin de voir le retour sur investissement de ça, tu sais. Tandis que, mettons, moi, avec mon brand, je peux pas donner du stock à l'infini en n'ayant pas de garantie de retour sur investissement. Genre, quand tu investis 500$, c'est comme... C'est genre, faut que je le revoie. 500$-là, je peux pas juste le donner, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, une des bonnes façons de voir le retour directement, c'est... Moi, je suis pas là, mettons que je sais que je te commandite avec Upica, je suis pas là quand t'arrives à la fin de la course puis il y a un gars dans la foule qui te voit boire dans ta bouteille. Là. Moi, je le vois pas, ça, je peux pas le quantifier, tu sais. Fait que les réseaux sociaux, c'est la façon de le faire maintenant, là, tu sais. Ouais, exact. Vraiment. Puis je parlais aussi à Charles Ouimet, que tu connais peut-être. Puis, lui, ce qu'il disait aussi, c'est que au-delà de juste de juste parler, mettons, de ses partenaires, il faisait des reviews des affaires en donnant son opinion honnête sur X ou Y affaires. Là. Toi, c'est quelque chose que tu fais aussi? Pas vraiment, parce que j'ai l'impression que je suis un peu... j'ai comme un biais, là. Parce que, tu sais, je peux pas être... Comment je pourrais dire? Tu sais, je peux pas être 100% honnête. Comment je pourrais dire ça? Tu peux pas critiquer Cervelo pour X ou Y affaires, mettons. Je peux dire les points positifs et négatifs, mais tu sais, je me vois mal d'élever un autre brand à côté de quelqu'un qui me commandite, tu sais. Fait que je vais être honnête sur mon... Si quelqu'un me demande, tu sais, ces pneus-là, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je vais dire, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Mais tu sais, je peux pas dire, va t'acheter l'autre brand, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu mal à l'aise de faire ça. Fait que j'en fais moins. Ben, j'en fais pas, en fait, des reviews. Je suis moins... je comprends. Ben, j'imagine que lui, c'est parce qu'il a commencé en faisant ça sur YouTube. Puis ça fait que là, les brands collaborent avec en sachant qu'il fait ça. Là, fait que ou tu sais, si t'as... mettons, t'as pas d'affiliation à un brand, puis que tu compares plein de compagnies différentes, ben tu go for it. Puis il y a un marché pour ça. Il y a du monde qui cherche à connaître cette réponse-là. Là. Fait que je trouve ça bien, mais tu sais, moi, je me sens moins dans ma zone de confort. Je comprends. Niveau nutrition, c'est un segment que je veux aborder avec pas mal tout le monde. C'est un peu ce qui est derrière le brand du Pika at large. Là. Ça ressemble à quoi ta nutrition? Puis est-ce que tu as un brand avec qui tu collabores pour ça? Est-ce que c'est quoi ton mindset par rapport à ça aussi? Là? Ben c'est bon qu'on en parle parce que ça fait pas longtemps que j'ai compris comment ça marchait, mettons. Là. Puis que cette année, j'ai comme mis l'emphase sur ça. J'ai essayé d'expérimenter différents trucs. Pas nécessairement différentes compagnies, mais plutôt des quantités, puis quand est-ce que je les ingère, puis tout ça. Parce que j'ai lu beaucoup sur ça. Puis, on parle tout le temps du fameux 90 grammes de carbs à l'heure, puis tout. Puis l'année passée, j'essayais, puis tu sais, ça passait pas. Ça passait pas. Là, j'avais mal au ventre, puis j'étais pas capable là, de même passer proche de ça. Ouais, puis même qu'on parle de 120 maintenant. C'est ça, exact. Fait que tu sais, là, moi, mon baseline, c'est juste 90. Et je me disais, si j'atteins ça... c'est ça. Fait que j'ai comme, tu sais, j'ai parlé justement avec mon coach, j'ai essayé différents trucs, puis la ride que j'ai faite en Gaspésie, je me suis dit, OK, je vais all-in. J'essaye une stratégie que j'avais jamais essayé tant que ça. Toujours bon, ça. Toujours bon. Mais j'avais comme fait des mini-tests avant, mais jamais sur une aussi longue distance. Puis ma stratégie, c'était pas même compliqué, là. Je visais 110 grammes à l'heure. Fait que c'est quand même pas mal. Mais toutes les fois que j'ingérais quelque chose de solide, fait que soit une barre ou un gel, je prenais vraiment beaucoup d'eau avec. Puis mon coach m'avait dit, selon les plus récentes études, là, je ne pourrais pas t'expliquer la science, peut-être que tu es au courant, mais c'est vraiment important de pas prendre des petites portions, mais prendre des grosses shots
mais tu sais, genre, comme, tu prends ta bartende, one shot, tu prends de l'eau, après ça, tu prends 15 minutes, là, tu prends ton drink mix, mettons, t'attends 15 minutes. Fait que tu sépares vraiment tes trucs pour que ton corps ait le temps de l'absorber avant d'y redonner un autre, t'sais. Fait que si, par exemple, à toutes les 5 minutes, tu prends un petit bout de bar, t'as une moins bonne absorption que si tu prends juste, tu sépares ça en 4, mettons. OK, je savais pas ça. On va dire sur 1 heure, là, tu as comme 4 périodes où est-ce que tu peux manger ou boire. Ça m'intéresse à fond, je vais lire là-dessus parce que c'est la première fois que j'entends ça. Fait que tu sais, c'est ce que j'ai essayé. Fait que là, mettons qu'on prend la ride en Gaspésie. Puis il y a aussi, juste rapidement, je sais que si tu consommes, mettons, ta barre, puis que tu consommes pas... Parce que le drink mix, c'est une affaire parce qu'il y a du liquide en même temps que tes glucides, mais si tu manges ta barre puis tu bois pas assez de liquide, c'est là que ça peut faire un appel d'eau dans ton estomac puis te donner envie de chier, là, mettons. Ou genre, c'est vraiment mal au ventre, c'est dur à passer. Fait que ce que je faisais... moi, dans le fond, je travaille avec la compagnie qui s'appelle Flow Formula, c'est une compagnie du Colorado, puis ils ont sorti des gels récemment. Puis c'est nice parce que c'est des gels, dans le fond, ça arrive en sac, c'est de la poudre, puis tu mélanges ça avec de l'eau chaude. Puis ça fait des gels. Fait que c'est quand même cool parce que t'as pas besoin de jeter tes paquets. T'as-tu genre ils vendent-tu aussi des trucs réutilisables pour mettre tes gels dedans? Ouais. Fait que c'est quoi, genre un genre de sachet ou ça ressemble à un flasque de course à pied, là. Ouais. Tu sais, comme mou, là, mais plus petit. Plus petit, puis avec un genre d'embout que tu peux tirer dessus. Ouais. OK. C'est quand même nice parce que dans ce petit truc-là, tu sais, mettons 4 gels. Ben, c'est hot en crise parce que moi, jeter mes affaires de Morten, ça me fait un peu chier. Là. Ça gosse, ouais. Fait que, bref, là, eux, ils m'ont envoyé une couple de semaines avant la Gaspésie, ils m'ont envoyé ça, j'ai testé. Ça passait super bien quand je bois de l'eau en même temps. Fait que, mettons qu'on sépare l'heure là, en 4 segments. Ouais. Fait que là, après 15 minutes, je prenais mon gel de ce flasque-là avec une bonne gorgée d'eau. Après ça, 15 minutes plus tard, je prenais le drink mix de Flow aussi, qui est quand même assez concentré là, en carbs. Je sais pas c'est quoi le chiffre, mais c'est 240 calories par gourde. Qui est une gourde de genre 500 ml? Ouais. Fait que c'est quand même... 240 calories, ça veut dire 50 grammes de carbs, à moins qu'il y ait autre chose dedans. Là. Non, il n'y a pas... S'il y a juste des carbs, c'est 50 grammes de carbs dans ta bouteille. Là, Fait que là, tu sais, mettons, on prenait une bonne gorgée. Fait que là, t'es genre à 75 grammes déjà, quasiment. Là. Ouais. Ou tu descends-tu ton 500 ml? Non. OK, tu descends à la moitié, mettons. Ben, même pas, là, tu sais. Genre une bonne gorgée, là, tu sais. C'est bon. Après ça, fait que là, ça fait... Fait que t'as 25 au début... Tu prends un genre de 12, de 15 après. Mettons. Ouais. Après ça, là, je suis pas commandité par Morton, mais je trouve que leurs bars sont vraiment ça coche. Leurs bars sans goût, Leur barre solide, là. Ouais. Puis ça, c'est quand même... Je l'ai pas essayé, mais ça a l'air quand même game changer, là. Ouais. C'est 220 calories. C'est quand même gros. Ouais. Puis le nombre de carbs est quand même très élevé, là. Ça doit être autour de 50 aussi, parce que d'habitude, tu fais x4 le nombre. À moins qu'il y ait d'autres choses en barre, puis il y a peut-être autre chose dans leur barre, là. Mais... Je pense pas, là. C'est vraiment basic, là. Ouais. On pourrait s'en faire nous-mêmes, je pense. Fait que je prenais ça, puis après ça, 15 minutes après, encore du drink mix. Fait que c'était... Puis la barre, je prends avec de l'eau. Là. Mm-hmm. Fait que c'était gel avec de l'eau, drink mix, barre avec de l'eau, drink mix. Ouais. Puis ça, au total, j'avais fait le petit calcul, là, c'était un genre de 110 carbs, 110 grammes de carbs. Alors, divisé en 4, c'est ça. Chaque 15 minutes. Puis t'as pas l'impression de tout le temps manger un gel parce que t'as ton drink mix entre les deux. C'est ça. Puis j'ai eu absolument zéro down. Ouais. Puis c'était long, là, ça a pris 13 heures. T'as fait ça pendant 13 heures? Ouais. T'as jamais arrêté de faire ça? J'ai jamais arrêté de faire ça. T'as eu mal au ventre à un moment donné ou non? Non, jamais. T'as jamais été écœuré? Ça a jamais remonté? Ben, je te dis pas que j'ai jamais été écœuré, mais je me disais, genre, faut que je fasse ça. Ouais. C'est ça ma stratégie. Puis la base, j'avais pas le goût nécessairement de la manger, mais c'était comme, faut que tu le prennes. Ouais. Fait que, puis là, ça a bien passé. Puis, je te dis, zéro down, ça a super bien été. C'est ça que ça fait. Puis... Moi, c'est la première fois que j'ai réalisé ça. Puis, genre, c'est plate en crise parce que j'ai nagé pendant 20 ans, genre, en excellence, en ayant en bunkant tout le temps, dans le fond, tout le temps en train de bunker à la fin des trainings. Toujours. Il y a, genre, aucun gros training que je bunkais pas à la fin parce que je prenais rien. De l'eau pendant 2 heures au gros soleil. Ça n'a pas de sens, tu sais. Puis des fois, 2 fois par jour. Ouais. Mais j'ai réalisé ça, bref.
quand j'ai fini d'être dans l'excellence, là, quand ma carrière élite était terminée, j'ai réalisé la course à pied, puis là, j'ai fait dans le fond, c'est ça, finir fort un training. C'est ça, genre être capable de toffer la ride, puis ça change tout, man. Ça change tout. Puis je trouve que c'est... Genre, on en parle, là, puis il y a des articles, il y a des vidéos, là, tout le monde dit, genre, faut que tu manges. Mais le monde écoute pas. Le monde mange pas, il skip des gels, il skip des bars parce qu'il y a je sais pas quoi. Puis il faut vraiment manger plus ou boire plus qu'on le pense. Puis c'est ça la clé du succès. Si tu veux que ta course aille bien, faut que tu manges. T'as pas le choix. C'est pas compliqué, là, tu sais. Mais, puis tu sais, moi, le premier, là, ça fait pas si longtemps que j'ai compris ça, là. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, je suis comme, genre, je veux que le monde comprenne, tu sais, pour qu'il arrête de bunker, là. Ben oui, exact, c'est ça. Puis d'habitude, tu sais, ce qui arrête les gens, c'est justement, à m'amener, ça te donne mal au cœur, là. Sauf que faut comme tu trouves qu'est-ce qui te donnera pas mal au cœur, dans le fond, là. C'est ça l'idée, là. Puis tu sais, tu vois, cette stratégie-là, la Gaspésie, là, j'ai fait ça à la fin du mois de juillet. Puis là, toutes les courses que j'ai faites après ça, ils étaient moins longues, mais j'ai utilisé la même stratégie. Ben, c'est facile quand c'est moins long. Quand c'est une course moins longue, mettons 4 heures de temps, là, c'est pas si pire, là. C'est rare que ça te donne, que tu as le temps d'avoir vraiment mal au cœur, tu sais, sur une course de 4 heures. Moi, c'est un peu ça aussi que je trouve qui me dérangeait dans l'ultra. Ceux qui écoutent le podcast, ils le savent parce que j'en ai parlé dans mon dernier épisode, mais de faire, OK, ça devient vraiment un enjeu de devoir entraîner ton système digestif. Puis moi, aller le dimanche, courir 8 heures, puis à me rendre malade à manger, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie tant que ça. Mais pour une durée de 4 heures, 5 heures, je sais que je suis capable de le faire sans tomber dans cette routine-là, de me donner mal au corps. Fait que là, c'est juste, OK, fais juste remplir de carburant au maximum ta patente pendant 4-5 heures sans devoir te rendre malade, mettons. C'est quand même hot, là. C'est ça, exact. Si ça passe, ça devrait être bon pour plus long. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est ça, fait que, tu sais, tout de suite après la Gaspésie, 2 semaines après, il y avait Big Red. Puis là, j'étais comme, genre, même stratégie, là, tu sais, je change rien. Combien de temps, Big Red? Ça a pris 4h30. Puis, tu sais, l'intensité est vraiment plus élevée. Tu sais, comme on parlait tantôt, tu sais, des attaques, tout ça. Tu sais, j'ai eu un bout que je me suis retrouvé toute seule, tu sais, à essayer de pousser puis qu'il n'y ait pas de peloton qui me ramène. Fait que, tu sais, ton estomac, ton intestin, ton estomac, il est pas à son... Ils sont stressés, là. C'est ça. Puis ça marchait bien, là. Ça passait super bien. Fait que c'est t'as comme... pas bunké, t'as été... C'est ça, ça va être ça ma stratégie maintenant, là. Ouais, ben oui, c'est ça. Si ça marche, tu l'as trouvé, il faut que tu la gardes, là. Après ça, tu changes les saveurs puis tu essaies de trouver des trucs un peu plus le fun, là. Mais tu sais, les gels Flow, ils n'ont pas de saveur. Comme les Morton un peu. Puis les bars Morton, ils n'ont pas de saveur. Ça goûte le miel. Fait que ça tombe pas sur le cœur. C'est pas comme... je sais pas sont à quelle saveur tes produits, mais tu sais, mettons, genre café ou des trucs qui sont quand même plus... Juste ça, j'ai jamais compris. Mettons, les gels qui sont genre sirop d'érable et café. C'est comme, man, à chaque fois que j'en prends un, c'est débile comment ça me reste dans la bouche. Puis c'est une des raisons pourquoi avec Upica, j'ai jamais voulu... en lançant le brand, j'ai jamais voulu faire de gel parce que je me suis dit, une fois qu'il y a Morten... Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? C'est quoi tu peux faire de mieux que ça, dans le fond? Parce que c'est comme un gel qui goûte absolument rien, qui descend en une fraction de seconde, qui s'avale tellement facilement que tu n'as pas besoin de mâcher, qui reste pas dans la bouche, qui goûte rien. C'est comme, une fois que tu as ça, je vois mal quel gel pourrait être mieux que ça, en termes de qualité puis de technologie aussi. Je comprends 100% ce que tu veux dire. Fait que tant qu'à se saturer le marché avec un autre gel au sirop d'érable et framboise, je suis pas sûr. Cool, man. Fait que avant de te laisser, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là, gros projet, on attend un bébé. Ça va être un bon game changer. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce qui m'attend, là. C'est sûr que j'ai goût de continuer à faire de la compétition même si on a un bébé, là. Puis ça va être dans le même mindset. Une chose est sûre, c'est qu'on a réservé notre appartement à Gérone pour cet hiver encore. Fait qu'on, Sweet. On va aller passer 3 mois là-bas.
On verra si on est capable de s'entraîner ou si on va juste passer du temps. Vous allez être capable. Ouais. fait que c'est ça, mais d'ici la fin de la saison, je pense que je vais être assez relax. Là. Pas trop de projets. Là. Ouais, essayer de dormir quand tu peux. Ouais, puis... c'est ça. J'ai un cabanon, je suis en train de me construire un cabanon. C'est ça. C'est ça. Ouais. Très cool. Hey, merci beaucoup, man. C'était super le fun. Merci. Yes.